Lucas Manger, on avance ensemble, on explique à nos téléspectateurs de quoi on parle précisément. Alors, il nous faut insister, Lucas Manger, d'abord sur ces images, parce qu'elles sont fortes, elles sont spectaculaires, et ne soyons pas naïfs, elles sont faites pour qu'on se dise c'est fort et c'est spectaculaire. Ce sont des images de propagande diffusées par la télévision iranienne, mais qui sont effectivement assez fortes, parce que ce qu'on va y voir, c'est ça, on est hier soir, plein centre de Téhéran, vous l'avez dit, c'est la place de la Révolution, c'est vraiment l'un des symboles du régime de la République islamique. Ce camion tracte le fleuron de la technologie iranienne, le fameux Khorramshahr 4, qui est l'un des missiles balistiques les plus dangereux au monde. On ne sait pas combien les Iraniens en ont exactement, de quelques dizaines à quelques centaines, mais cette simple image, vous voyez, là, il est monté comme s'il était prêt à tirer. Évidemment, il ne va pas être tiré d'ici, depuis un camion militaire. Ce qui est impressionnant, c'est le monde qu'il y a autour de cette démonstration de force. Et ça en fait un symbole vraiment de la puissance. Aujourd'hui, il y a le message qui est envoyé au monde, mais particulièrement à Washington, c'est « Regardez, nos missiles sont en plein cœur de Téhéran et les gens les soutiennent ». C'est ça aussi. Il y a une foule quand même qui est là. On peut pas savoir, honnêtement, Amélie, si les gens qui sont là sont venus de leur plein gré, si on leur a demandé de venir. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été payés pour venir. C'est peut-être un peu des deux. Mais il faut bien avoir en tête quand même que la République islamique a encore du soutien dans la population iranienne. Et puis qu'il y a des gens qui sont très lassés, épuisés, voire apeurés par la guerre, et qui donc ont peut-être rejoint un tout petit peu ces manifestations. Encore une fois, c'est une très grande démonstration de force. On parle de s'unir sous le drapeau dans ces cas-là, c'était un risque depuis le début en effet. Lucas, on parle du dernier fleuron en date iranien, mais qu'est-ce que ce Khorramshahr 4 ? Voilà, pour être simple, ce missile iranien à sous-munitions dont on dit que les capacités sont redoutables. Alors vous avez les chiffres là, les capacités effectivement, 2000 km de portée, ce qui veut dire concrètement qu'il pourrait être utilisé, frapper des pays européens. À 2000 km, vous avez la Grèce, la Roumanie, c'est possible, en théorie. Vitesse, 20 000 km/h, c'est Mach 16, c'est des missiles exo-atmosphériques, ce qu'on appelle exo-atmosphériques, donc ils montent très haut, ils redescendent très vite. Vous voyez là sur cette carte jusqu'où ça peut aller. On voit bien là, ici, la Grèce, la Roumanie, un certain nombre des pays des Balkans, évidemment, qui pourraient toucher, et puis bien entendu, donc, Israël. Ce missile, il a été présenté comme vraiment le fleuron, vous le disiez, parce que c'est un missile à sous-munitions. Alors, il a frappé probablement Tel Aviv il n'y a pas très longtemps, il se trouve que j'y étais, et que les Israéliens étaient très surpris, parce qu'il est difficile à intercepter. Les Israéliens savent intercepter. Le problème de ce missile, si c'est celui-là qui avait été utilisé à ce moment-là, c'est qu'il largue des sous-munitions. Au moment où il rentre dans le ciel, dans l'atmosphère, il largue des sous-munitions. Ce qui fait que les intercepteurs, on a besoin de beaucoup d'intercepteurs pour essayer de détruire les charges. Et à Tel Aviv, le résultat était assez impressionnant, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup d'impact autour de la zone du missile. Les Israéliens n'ont pas dit formellement qu'il s'agissait de ce missile-là, mais avaient de sérieux doutes. Je voudrais qu'on regarde une autre image, Lucas. Là, cette fois, on est à Arak. Et là encore, une exhibition de missiles, et à chaque fois, la foule, les drapeaux, les décorations, les lumières, comme une célébration. Et voilà qui renforce tout l'aspect communication dans cette guerre. La communication du régime, vous avez parfaitement raison. Alors là, c'est un autre missile, c'est pas un Khorramshahr 4, mais c'est encore un missile puissant iranien. Là aussi, comme à Téhéran, de la foule, des drapeaux, vous noterez plusieurs choses. D'abord qu'il y a effectivement énormément de monde, il n'y a pas de symbole religieux. C'est une démonstration de force militaire. C'est aussi un signe que les militaires ont vraiment pris la main dans le pays. Et puis, autre enseignement, c'est qu'on a beaucoup dit que la République islamique avait anticipé éventuellement la mort du guide suprême, ou en tout cas une décapitation du régime, mais ils ont fait comprendre que la décentralisation du pouvoir pouvait fonctionner. Ce que ça montre, c'est que des commandants locaux militaires peuvent organiser aussi, là on est dans le centre du pays Arak, des démonstrations de force en même temps que celles qui se passent à Téhéran. C'est pour dire, non seulement on est prêt à faire la guerre, mais on tient le pays. C'est un message très clair envoyé aux États-Unis. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucas Manger. Général Perruche, là encore le message. L'Iran n'a pas seulement ignoré les ultimatums du président américain. Non, à la place, au lieu de ça, il a donc organisé cet événement public pour démontrer sa puissance au milieu de la foule. C'est assez paradoxal parce que si on fait le rapport des forces militaires, naturellement, les États-Unis sont en position de supériorité. Ils sont capables, comme on l'a vu dans les semaines précédentes, de traiter n'importe quel objectif à peu près n'importe quand, avec un minimum de risque. Je vous renvoie à l'affaire des pilotes qui avaient été abattus. Mais ce qui est paradoxal, c'est que précisément l'Iran, qui n'a finalement pas beaucoup moins en tout cas de systèmes d'armes et de capacités que les Américains, s'en sert fort habilement sur le plan politique. Je dirais que le rapport de force est très favorable aux Américains sur le plan militaire, et pourtant l'effet politique est très favorable à l'Iran.
Et c'est tout le paradoxe de cette situation-là. Et en montrant quelques missiles comme ça, on ne sait pas, comme vous l'avez dit, combien ils en ont exactement, et finalement quel dommage ils pourraient causer avec. Mais le fait d'en avoir déjà et de pouvoir les tirer, c'est déjà très important. Et donc voilà, ils montrent qu'avec peu de choses, ils peuvent avoir un impact considérable sur la situation. Alors on a vu les Iraniens dire nos missiles sont prêts. Je disais Galibaf qui dit qu'ils vont reprendre l'initiative, les Iraniens. Quand on regarde la télé iranienne, on entend la guerre reviendra dans les heures à venir. Et finalement, au-delà de l'image, c'est bien ça la réalité, c'est que l'Iran n'est plus en cessez-le-feu et l'Iran pourrait taper, frapper vite et fort. Alors, on a cette impression qu'il y a cette message-là qui vient de l'Iran, alors qu'on entend Donald Trump dire il va prolonger le cessez-le-feu. On a l'impression que c'est tout seul qui va le prolonger. On se rappelle quand même qu'il n'y a pas eu des discussions cette semaine à Islamabad. Au contraire, même l'ambassadeur américain en Israël a été rappelé à Washington pour parler de la suite. Donc on est très clairement sur une escalade, à moins que Donald Trump réussisse à les ramener à la table. On n'a pas cette impression-là, en tout cas, que les Iraniens donnent cette impression à la fois un message aux Américains, aussi un message du pays du Golfe, pas simplement Israël, mais tous les pays du Golfe, parce que demain, si ça recommence, qui sont les premières cibles? C'est pas toujours les Israéliens. Effectivement, les bombes, enfin les missiles à submunition, ça on a vu en Israël, mais toutes les installations en Arabie Saoudite et ailleurs, toutes les bases américaines dans la région seront les premières aussi ciblées. Donc on a quand même cette impression d'escalade, et donc ce message aussi en interne pour dire on tient le terrain, mais aussi pour toute la région. C'est une certitude pour vous, Xavier, l'Iran n'acceptera pas ni le blocus américain, ni les exigences, et oui, les frappes vont reprendre? Et ces images nous le racontent? L'Iran considère qu'ils ont déjà gagné. Ils n'ont pas perdu face aux Américains, ils n'ont pas plié, donc ils ont gagné. Et ils se mettent en position de pouvoir répliquer quoi qu'il arrive. Alors le Khorram Shark 4, c'est une arme qui peut être redoutable, mais avec un range maximum comme de 2000 km. Et à mon avis, plutôt que de cibler Israël, je suis assez d'accord avec Elisabeth, ils vont plutôt cibler l'économie mondiale à travers les pays du Golfe. Donc évidemment, les flux pétroliers, tout ce que l'Arabie Saoudite a mis en place pour pouvoir exporter son pétrole par la mer Rouge, par exemple, continuer à frapper les installations gazières du Qatar, continuer à frapper le Koweït, les Émirats Arabes Unis, ça passerait plutôt par là. On voit d'ailleurs, quand on regarde cette guerre sur la longueur, que depuis le 28 février, en Israël, ils n'ont pas fait des dégâts phénoménaux. Il y a quelques dizaines de morts, évidemment, mais par rapport à tout ce qu'ils ont lancé, il y a peu de réussite de leurs missiles au sens strict. En revanche, la pression sur l'économie mondiale, elle est extrêmement forte, et à travers les raffineries, d'une manière générale, toutes les installations pétrolières dans le Golfe et le détroit d'Ormuz, ils savent qu'ils ont une carte extrêmement forte à jouer. Siavash Ghazi nous attend depuis Téhéran. Je ne fais jamais attendre Siavash Ghazi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant France 24 et RFI. Siavash Ghazi, comment analysez-vous, vous, ces images? Est-ce une déclaration de fin de cessez-le-feu, la preuve que l'Iran va reprendre la guerre des missiles à proprement parler? Est-ce là synonyme de réplique forte et imminente? Non, c'est une démonstration de force des gardiens de la Révolution. Une quarantaine de missiles ont été montrés hier soir lors de ces réunions nocturnes des gens qui descendent dans la rue pendant plusieurs heures, peut-être quelquefois jusqu'à 2 heures du matin, donc en soutien aux forces armées. Donc le fait d'avoir exposé ces missiles, c'est une façon pour les gardiens de la Révolution de dire que ils ont suffisamment de moyens de faire face et d'imposer surtout la volonté de l'Iran aux Américains. On sait que Donald Trump a décidé de prolonger dans un délai qui n'a pas été fixé le cessez-le-feu en affirmant qu'il attendait la proposition iranienne. Mais pour Téhéran, tant que le blocus américain n'est pas terminé, n'est pas suspendu, pas question de retourner à la table des négociations, pas question, parce que en Iran, on considère, les différentes déclarations le montrent, on considère que le fait d'avoir imposé le blocus contre les ports iraniens, c'est
une volonté de la part de Donald Trump d'imposer ce que Téhéran appelle une capitulation et non pas une négociation pour trouver une solution de compromis sur deux dossiers importants. D'une part, le dossier nucléaire et d'autre part, le contrôle du détroit d'Ormuz. Sur ces deux questions-là, il n'est pas question pour Téhéran de céder. Sur le détroit d'Ormuz, cela a été montré ce matin et cet après-midi avec donc des frappes contre un navire marchand britannique et un signal, un message qui vise, je pense, les pays européens qui discutent. Notamment, il y a eu une réunion entre la France et la Grande-Bretagne et d'autres pays européens pour envoyer donc des forces militaires dans la région pour leur dire attention, c'est l'Iran qui contrôle cette région. Pas question qu'il y ait des navires de guerre étrangers européens qui viennent s'ingérer dans les affaires donc intérieures de l'Iran, puisque l'Iran considère que le détroit d'Ormuz fait partie de son territoire, de ses eaux territoriales. Et puis l'autre message, c'est pas question de négocier sur le dossier nucléaire non plus. L'Iran est prêt à suspendre son programme nucléaire d'enrichissement d'uranium pendant 5 ans, un délai dont il a besoin pour reconstruire toutes ces installations nucléaires qui ont été fortement endommagées, mais pas question non plus d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères disait il y a 2 jours que ces stocks d'uranium, c'est comme la terre de l'Iran, c'est une terre, c'est quelque chose de sacré pour les Iraniens et pas question de les envoyer à l'étranger. Donc c'est une démonstration de force. Les Iraniens estiment en résumé qu'ils sont en position de force et peuvent imposer leur volonté sans qu'il y ait de nouveau une guerre entre l'Iran et les États-Unis.